sud de la France, hiver 1892. Dans les montagnes provençales, le rituel était immuable. Des hommes abattaient chênes et hêtres jusqu'à s'en faire mal aux doigts, des piles de bois s'élevaient près des maisons de pierre, des colonnes de fumée trahissaient la présence de la vie au milieu de la neige immaculée. Survivre à l'hiver n'était pas une question de choix, mais de savoir quand le froid l'emporterait. C'est dans ce contexte que Luc Moreau, veuf, fraîchement arrivé et seul, fit quelque chose que personne ne put comprendre. Pendant que les habitants de Saint-Martin-des-Lacs renforçaient les toits, calfeutraient les portes et empilaient les rondins, il partait dans la direction opposée. Il n'a abattu aucun arbre. Au lieu de cela, elle disparut peu à peu dans le flanc d'un versant calcaire et commença à creuser. Les voisins observèrent la scène en silence. Certains ricanaient, d'autres secouèrent la tête. Ça ne durera pas jusqu'à Noël. Ils ont dit, pas de bois de chauffage, pas de cheminée, aucune maison en vue. La température baissait déjà trop vite pour prendre le moindre risque. Alors que les premières grosses chutes de neige commençaient à se former à l'horizon, épaisses, humides, implacables, une question s'est élevée comme un murmure gênant parmi les habitants. Comment quelqu'un enterré sous la pierre pouvait-il espérer affronter le froid qui tuait les hommes à l'intérieur de maisons de pierre vieilles de plusieurs siècles? Dans cette partie de la France, l'hiver n'était pas qu'une saison. C'était un filtre. Elle séparait ceux qui comprenaient en la terre de ceux qui essayaient simplement de la dompter. Les villages étaient petits, nichés dans les vallées des Alpes du Sud. Les hommes se reconnaissaient au rythme de leurs coups de hache, à la hauteur de leurs piles de bois de chauffage, à l'épaisse fumée dans le ciel gris. Une maison sans fumée était inquiétante. 2 nuits sans fumée, un signe. 3, un mauvais présage. Luc Moreau est arrivé sans tambour ni trompette. Veuf, peu bavard, peu de possession. Il accepta un terrain à la périphérie du village, au pied d'une falaise rocheuse. Un terrain que tout le monde refusait. Terre dure, peu d'espace, trop d'ombre. Personne n'en voulait. Mais lui, si. Les premiers jours, il fit ce qu'on attendait de lui. Il défricha le terrain, observa le vent, étudia le soleil. Mais bientôt, il devint évident que quelque chose clochait. Tandis que les autres sciaient du bois, il creusait. Tandis que le bruit des marteaux résonnait dans la vallée, le sien était celui de pierre que l'on déplace. Les conversations ont commencé, discrètement. Il n'a pas coupé de bois. Il doit avoir des économies. Ou alors c'est juste un imbécile. Dans l'entrepôt du village, les regards le suivaient. Non pas avec hostilité, mais avec le dédain réservé à ceux qui semblent se diriger vers l'échec. Luc n'a pas donné d'explication. J'ai acheté des outils simples, de la chaux hydratée, des épingles en fer, un peu d'huile d'olive épaisse, rien qui puisse indiquer une maison traditionnelle. Lorsqu'on lui a demandé où il comptait habiter, il a simplement répondu « être ». Il désigna la falaise. Certains ont ri, d'autres ont détourné le regard. Là-bas, la pierre était synonyme de froid, et le froid tuait. Luc le savait. Il savait aussi que le froid tuait avant tout ceux qui l'affrontaient de la mauvaise manière. Pendant que les autres érigeaient d'épais murs de pierre et de bois, il mesurait l'angle du soleil. Pendant qu'il discutait du volume de bois nécessaire, il étudiait combien de temps la chaleur restait emprisonnée entre les pierres au crépuscule. Pas de discours, pas de fanfare. Aux yeux des villageois, il n'était ni courageux, ni sage. Seul cet homme ne survivrait pas. Et l'hiver approchait. Les terres de Luc semblaient vides. Pour quiconque passait au loin, il n'y avait aucun signe de construction. Mais là, près du pied du rocher, se trouvait une entrée basse, renforcée par des pierres empilées à la main avec une précision presque artisanale. Ce n'était pas une porte, c'était un passage. À l'intérieur, l'obscurité, un silence feutré. Un tunnel creusé menait à une modeste chambre d'environ 4 mètres sur 5. Les parois étaient lisses. Le plafond était soutenu par des poutres de récupération. Au sol, de fins caniveaux évacuaient l'eau. Sur les côtés, des niches servaient à ranger des provisions, des outils et des couvertures. Sur le mur exposé au sud, une fenêtre en verre épais, positionnée avec une précision chirurgicale, capte un maximum de lumière solaire durant le court hiver. Au-dessus, un capteur thermique rudimentaire, construit à partir de morceaux de cuivre vieillis et de bouteilles sombres, improvisé, mais ingénieux. Au centre, une dalle de pierre fissurée, remplie d'argile isolante. Seul signe de feu, un système clos, sans courant d'air visible. Luc avait réutilisé des éléments d'un vieux four de boulangerie abandonné pour créer un espace plus petit, maîtrisé, efficace. Dehors presque rien.
Quelques planches grossières protègent l'entrée du vent. Pas de bois de chauffage. Aucun signe de vie. Ceci n'est pas une maison, murmura un paysan. C'est un tombeau. Un autre a répondu. Octobre apporta les premières gelées. En novembre, les ruisseaux gelèrent. Luc, en revanche, ne coupait pas de bois. En décembre, le forgeron du village, Étienne, a gravi le sentier qui monte la colline. Il appela Luc, qui sortit de la roche, main propre, visage serein. « Tu vas vraiment passer l'hiver là-bas ?» Il a déjà commencé. 2 jours plus tard, la neige recouvrait tout. L'entrée a disparu. Luc aussi. Les semaines suivantes furent ponctuées des bruits de la survie. Haches, poêles à bois, tout derrière les fenêtres. Le froid était humide, lourd, impitoyable. Sur la colline, aucun signe de vie. Certains disaient qu'il s'était enfui, d'autres qu'il était déjà mort. Mais le 5e jour, quelque chose de subtil apparut. Étienne, curieux, retourna sur les lieux. Il remarqua une faible colonne de vapeur s'élevant du sol, presque invisible. Il s'agissait de condensation thermique. Il creusa prudemment. Il sentit la chaleur. Il la frappait 2 fois. Silence. Puis, des pas. La structure s'ouvrit. Une lumière ambrée s'en échappa. Luc apparut, sans manteau, visage impassible. « Vous allez bien ? Oui. Voulez-vous entrer ?» À l'intérieur, chaleur, stabilité, silence, pierre chaude, air sec, bougies allumées. Dans un coin, une boîte métallique dégageait une chaleur résiduelle. Pas de fumée, pas de braise. Comme, murmura Étienne étonné, la pierre tient bon. La chaleur ne s'échappe pas. Hier, il faisait 30 degrés ici. Étienne n'ajouta rien. Cette nuit-là, il brûla trop de bois. Malgré cela, il dormit avec le vent qui soufflait par la fenêtre. Chez les Dubois, le plus jeune fils, René, se mit à tousser, forte fièvre, joues brûlantes. La mère, bouleversée, essaya de l'envelopper dans des couvertures, mais le froid semblait émaner du sol en pierre. Le bois de chauffage s'épuise, murmura le père, fixant du regard la pile qui diminuait trop vite. Le lendemain matin, le frère aîné partit tôt en frappant aux portes des voisins. De cabane en cabane, il entendait la même réponse. « Nous avons atteint nos limites. Si on se sépare, personne n'arrivera à la semaine prochaine. » Au crépuscule, il gravit la colline. La dernière option. L'entrée de la grotte de Luc Moreau était presque invisible sous la neige accumulée. Il a appelé. Une fois. Rien. Il en a appelé un autre. Luc apparut, enveloppé dans une épaisse écharpe, des gants aux mains. Le garçon hésita, puis prit la parole. « Mon frère est malade. On n'arrive pas à le chauffer. Mon père dit qu'on n'a plus de bois de chauffage. » Luc écouta. Il ne répondit pas. Il rentra simplement à l'intérieur. Le garçon pensait qu'on l'ignorerait. Il s'apprêtait déjà à partir lorsque Luc réapparut avec un petit récipient en fer. À l'intérieur, des pierres sombres luisèrent de chaleur. Cela garde les aliments au chaud pendant des heures. Placez-le à côté de lui. Mais qu'en est-il du bois de chauffage ? Luc regarda le conteneur. Ce n'est pas du bois de chauffage. Le garçon est revenu en courant. Cette nuit-là, René dormit sans trembler pour la première fois. Et le lendemain matin, sa fièvre avait baissé. Les pierres étaient encore chaudes. Dans le village, la nouvelle se répandit. Quelqu'un murmura « charbon », mais ça n'avait aucun sens. Personne n'avait de charbon, sauf Luc. Mais il ne l'a pas brûlé. Il stockait de la chaleur, des pierres chauffées, enfouies avec précision, qui dégagent une chaleur constante, sans fumée. 2 jours plus tard, M. Dubois gravit la colline. Pas pour dire merci, pas encore, mais pour demander « Comment as-tu fait pour chauffer ça ?» Luc a simplement répondu « La chaleur se propage lentement. Si vous êtes patient. » C'était la première fois que quelqu'un du village en entendait parler, et ils ne s'en sont pas moqués. Mais ce ne serait pas la dernière fois. La fin du mois de décembre a apporté l'impensable. 2 tempêtes de neige consécutives. Des fronts froids s'abattirent sur la vallée comme un mur. Le ciel gris resta immobile pendant des jours. La neige tombait sans cesse. Et le vent, sec, violent, invisible comme une lame, ne laissait aucun répit. Certaines cabanes se sont effondrées. Le toit de la maison de la famille Morel s'est effondré. Le bois de chauffage de la famille Baptiste s'est gorgé d'eau après que de l'eau se soit infiltrée dans le hangar. Chez les Lemoine, la fille du milieu a eu une crise d'asthme. Le froid mordant et l'air sec étaient devenus insupportables. La panique ne s'exprimait pas à voix haute, mais elle se lisait dans leurs yeux. Le bois n'allait pas durer. C'est alors que Hugues, l'un des plus grands critiques de Luc, a décidé d'avaler sa fierté. Il gravit la colline. Cette fois, pas par curiosité, par nécessité. L'entrée était dégagée.
Luc avait déjà enlevé la neige et renforcé les bords avec des pierres pour éviter les glissades. Ça a frappé. Luc répondit sans surprise. Je suis venu pour savoir si Hugues se figea. Si je peux voir comment vous avez construit cela, sans tourner autour du pot. Un homme moqueur qui demandait à apprendre. Luc se contenta d'acquiescer. Il s'écarta. À l'intérieur, Hugues n'en croyait pas ses yeux. Température stable, 30 degrés. Cheminée non allumée. Pas de fumée. De la chaleur circulant dans des pierres enfouies, libérées lentement, de façon contrôlée. Luc a montré les détails. Des pierres regroupées selon des cycles thermiques, une isolation en laine sèche et en argile, des ouvertures minimales pour une ventilation précise. La cohérence, pas la complexité. En sortant, Hugues s'arrêta à l'entrée. « J'ai appelé cet endroit une tombe », dit-il sans regarder Luc. « Et cela pourrait encore être le cas », répondit-il sérieusement. « Si c'est mal fait. » Silence. Hugues tendit la main. Luc hésita et serra. Le premier signe de respect. La semaine suivante, 3 habitants ont gravi la colline. Seuls, à des moments différents. Luc me le montrait. Il n'expliquait jamais grand-chose. Chacun en a tiré ses propres leçons. Janvier est arrivé, et le village commença à changer. Pas de discours, avec des actions. Dubois, le père de René, a enterré des conteneurs métalliques près du mur nord de la maison. Morel, qui avait perdu son toit, a compacté la neige autour des murs. Une isolation de fortune. Hugues creusa un petit abri semi-souterrain derrière sa maison. Il l'appela « espace de renforcement thermique ». Mais le changement le plus visible est venu de Châtelain. L'un des plus sceptiques, l'un des premiers à se moquer de Luc. Également l'un des plus riches. Sa maison était grande, double mur, fenêtres étanches. Mais en février, il n'y avait plus de bois. Cela ne durerait pas 3 jours de plus, a-t-il avoué plus tard. Le visage tuméfié et la barbe recouverte de glace, il gravit la colline. Luc était dehors, en train de découper des blocs de glace pour les faire fondre. Sans gants, avec une pelle courte. Précis. « J'ai besoin d'aide », dit Châtelain, sans mâcher ses mots. Luc regarda, sans porter de jugement. Il entra. Il est parti quelques minutes plus tard avec un sac en tissu. À l'intérieur, des pierres enveloppées dans du tissu. Châtelain l'a attrapé à 2 mains. Ils étaient tièdes. « Merci », murmura-t-il sans lever les yeux. Luc n'a rien dit. Il est retourné au travail. Cette nuit-là, la fille de Châtelain dormit parmi les pierres, et il n'a pas toussé une seule fois. Le lendemain, il envoya du bois de chauffage sec en guise de remerciement. Et, discrètement, il commença à creuser derrière la maison. Il n'a pas parlé d'hommage, mais tout le monde savait d'où venait l'idée. En mars, le dégel est arrivé. La neige a fondu. Les branches ont recommencé à goûter. La terre réapparut sous les collines blanches. Dans le village, personne ne parlait ouvertement de Luc. Mais il y avait des signes partout. La maison de la famille Lemoine s'est dotée d'une extension thermique recouverte de mousse. Les Dubois utilisaient désormais des pierres chaudes enveloppées dans un tissu pour se réchauffer la nuit. Hugues a modifié toutes les cheminées. Elles étaient désormais posées au sol et non plus encastrées dans les murs. Luc n'a pas demandé de reconnaissance. Mais un jour d'avril, lors d'une réunion préparatoire à la nouvelle serre communautaire, Hugues a déclaré « Il faudra commencer à creuser avant mai. Châtelain complète tout. Luc peut vous aider pour ça. » Personne ne l'a remis en question. Personne n'a ri. C'était comme s'il avait toujours fait partie du village. Sur la colline, Luc commença une deuxième construction. Plus gros, plus large, toujours souterrain, mais avec différentes zones, une pour le repos, une autre pour le stockage, et une autre pour des expériences thermiques, avec de la vapeur et de la pierre. Il n'a jamais expliqué exactement ce qu'il avait fait, mais tout le monde le savait. Le système s'améliorait. En juin, un couple nouvellement arrivé gravit la colline. On leur avait attribué une parcelle de terrain voisine. « Nous voulons construire, mais pas comme les autres. Pouvez-vous nous conseiller ?» Luc les a reçus. Il a montré la caméra. Il a indiqué la direction des vents. Il a prêté des outils. Avant de partir, le mari a demandé « Ce type de maison, a-t-il un nom ?» Luc réfléchit quelques instants. « Non », a-t-il répondu. Il fit une pause. « Ici, on l'appelle simplement « abri ». Et elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Si des histoires comme celle-ci vous amènent à repenser la survie, l'intelligence et l'humilité discrète, abonnez-vous. Chaque semaine, une nouvelle histoire vraie qui remet en question les idées reçues et qui rend hommage à l'essentiel.